Hello à toutes et à tous, nouvelle vidéo un peu particulière où cette fois-ci je vais me focaliser sur uniquement un seul manga. Il s'agit d'un quadriptyque, c'est-à-dire une œuvre composée de 4 tomes. C'est une sorte de nouveau concept sur ma chaîne où en fait on va analyser et décortiquer en profondeur une œuvre bien particulière. Sur ce premier épisode j'ai choisi une œuvre bien particulière qui est bien sombre et qui va vous retourner les tripes. Il s'agit de 17 ans, une chronique du mal. Sachiko n'a que 17 ans, et c'est parce que de jeunes garçons veulent s'amuser qu'elle se retrouve séquestrée et va subir brimades, agressions et tortures des semaines durant. Personne ne veut la libérer car tous ont peur de faire face aux conséquences. Personne ne semble se soucier de son sort, ni la police, ni les parents. Arrivera-t-elle à la retrouver avant que l'irréparable ne se produise? 17 ans, une chronique du mal est un manga de type seinen, avec comme genre drame et portant comme thème crime, faits réels, harcèlement et viol. Le scénariste est Fuji Seiji et le dessinateur est Kamata Yoji. En France, le manga est édité en 4 tomes chez Naban. Et j'ai choisi de vous parler de 17 ans, une chronique du mal pour une raison bien particulière. Il s'agit d'un manga qui aborde d'une perspective unique les méfaits que peut orchestrer un adolescent tombant dans l'embrigadement de groupes de voyous. Avant de commencer réellement cette vidéo, j'aimerais avant tout faire un disclaimer pour vous expliquer le but de cette vidéo. L'objectif ici n'est pas d'émettre un jugement moral sur l'œuvre, mais de réaliser une analyse psychologique et psychanalytique des comportements du personnage principal. Évidemment que tous les méfaits ici sont profondément immoraux, mais l'objet d'étude n'est pas encore une fois le jugement de cette œuvre, des actes en soi, mais vraiment l'analyse psychologique de comment un adolescent peut tomber dans ce genre de déviance. Maintenant ce discours effectué, on peut commencer à rentrer dans la première partie de cette vidéo. Qu'est-ce qui peut pousser un adolescent à commettre des actes si graves? Pour répondre à cette question, commençons par le premier chapitre de l'œuvre. L'histoire commence en nous présentant Hiroki, personnage principal de l'histoire, qui est en train de livrer des colis dans un quartier qui lui provoque de l'angoisse. Cette scène introductive est un prétexte pour nous ramener dans les 17 ans de ce personnage et de nous parler de son adolescence. Hiroki est un jeune lycéen qui est en quête de repères, n'a pas vraiment confiance en lui et se fait maltraiter avec un de ses amis par des voyous de son lycée. C'est alors que va apparaître Miyamoto, le chef de cette bande de voyous. Sous prétexte qu'ils étaient dans le même lycée, ce chef de bande va intervenir pour sauver ces deux jeunes. C'est alors que Hiroki et son ami Takashi vont rejoindre cette bande. Avec ce nouveau groupe, Hiroki va commencer à avoir de plus en plus de notoriété et va être de plus en plus respecté dans son lycée de par son lien qu'il a avec Miyamoto. Cette scène est intéressante à analyser parce qu'on y retrouve un schéma typique du triangle dramatique de Cartman, c'est-à-dire un persécuteur, un sauveur et une victime. Le persécuteur est ici la bande de voyous, le sauveur est ici Miyamoto, le chef de cette bande en réalité, et la victime sont Takashi et le personnage principal Hiroki. Le fait que Miyamoto le sauve de ses brimades va faire naître en lui un sentiment de reconnaissance envers le chef de gang. Cela va par la suite être utilisé par Miyamoto. Miyamoto va ensuite donner plein de choses satisfaisantes à Hiroki comme manger, comme boire de l'alcool, faire des soirées, rencontrer des gens, etc. Miyamoto va réellement se faire passer comme une figure de protection ultime envers Hiroki et son ami Takashi. Peu après cela, Miyamoto va emmener Hiroki et Takashi dans une boutique pour commettre un délit. C'est à partir de ce moment clé que la descente aux enfers va commencer pour Hiroki. En effet, pour continuer à interagir avec sa nouvelle bande d'amis, Hiroki doit absolument garder une bonne entente avec ses nouveaux camarades. Moscovici parlait d'une motivation à réduire le conflit, c'est-à-dire quand on a un désaccord, cela peut créer un conflit et ça peut mettre une tension, du coup on va essayer de tout faire pour éviter ça. C'est par ce mécanisme que Hiroki va se soumettre à Miyamoto par deux processus de psychologie sociale. Le premier est la persuasion par l'autorité. On a ici un Miyamoto fort, imposant et respecté par tout ce nouveau groupe. Cela va alors inspirer de la crainte pour Hiroki envers Miyamoto et va permettre à celui-ci de se soumettre beaucoup plus facilement. Le deuxième processus psychologique est ici l'influence de la conformité. Il faut en fait voir ce délit, ce vol en réalité, comme une sorte de rite de passage afin de pouvoir être accepté pleinement dans ce nouveau groupe. La pression sociale d'être accepté dans ce groupe va alors permettre une soumission d'autant plus importante. C'est avec ces différents processus mentaux qu'Hiroki et son ami vont alors commencer à sombrer dans la déviance de la petite délinquance. Comme il le dit, Hiroki va alors lui-même devenir un voleur. Ce premier délit va alors enclencher une escalade d'engagement. En effet, il va par la suite de plus en plus être sollicité par cette bande de voyous pour diverses raisons. Cette escalade d'engagement va alors contraindre tant bien que mal nos deux personnages à devenir de véritables voyous sans qu'ils s'en rendent compte. C'est alors qu'intervient une scène clé de l'intrigue. Miyamoto va demander à Hiroki de venir avec lui et deux voyous pour aller trouver des filles. Miyamoto va avertir sa bande d'aller vers Shiba, pour passer dans une autre juridiction de la police pour éviter tout souci judiciaire. Bien évidemment, cette information est fausse. Et le but est seulement ici de rassurer toute sa bande. Miyamoto va ensuite avertir Hiroki qu'étant donné qu'il a 17 ans, s'il lui arrive quelque chose, il ira en maison de correction. Bien évidemment, ces deux informations sont fausses et on voit ici une double manipulation de l'information, ayant pour but de manipuler encore une fois sa bande de voyous. Après une tentative échouée, la bande de voyous réitère d'aborder une fille avec une technique un peu
peu plus sophistiqué où ils vont jouer le rôle d'un agresseur et d'un sauveur, comme ce qu'avait fait Miyamoto avec Hiroki, mais ici dans une autre perspective. Avec ces techniques, Miyamoto va réussir à piéger une jeune lycéenne et c'est ainsi qu'Hiroki va être pris dans une spirale infernale. Ils vont ensuite amener cette lycéenne dans un hangar abandonné et vont l'effrayer en lui disant qu'en réalité, ils sont des yakuza et que si elle n'obéit pas, ils devront la tuer. On a encore affaire à un principe de manipulation via l'autorité, qui en plus se combine encore une fois avec une manipulation de l'information étant donné que cette bande de voyous ne sont pas des yakuza. Hiroki est témoin de tout ça mais reste totalement aphone. C'est alors que la jeune femme va tenter de s'échapper dans l'obscurité du hangar. Personne ne la trouve, mis à part Hiroki, qui croise le regard terrifié de la fille. Celui-ci a un moment de doute et ne la dénonce pas tout de suite. En effet, s'il se tait, cette fille pourra s'enfuir. Mais si Miyamoto découvre cette situation, Hiroki pourrait avoir des problèmes. Avec toute la pression de son chef qui lui demande s'il l'a retrouvée, Hiroki craque, dévoile la cachette de la jeune femme. Hiroki aurait pu la sauver, mais il ne l'a pas fait, par peur des représailles. C'est ainsi par ce dernier acte qu'Hiroki sera engagé envers cette bande de voyous et respectera le principe de cohérence vis-à-vis de cette situation. Se suivra ensuite une escalade de violence et d'actes barbares de cette bande sur cette fille. Tout ce que je vous ai raconté ne constitue que les 2 premiers chapitres de cette œuvre, et comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà pris par les tripes. Nous allons entrer maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo qui a pour but d'analyser des mécanismes psychologiques et psychanalytiques qui entraînent nos différents personnages à ne pas dénoncer cette séquestration. Tout d'abord, après cet acte, on se rend vite compte que Hiroki est profondément tourmenté par cette situation. Il commence à avoir de plus en plus de regrets et va commencer à essayer de se rassurer vis-à-vis de cette situation. Il va ensuite remettre la faute sur sa bande de voyous en se persuadant qu'il a juste regardé la scène et que ce n'est pas sa faute, que c'est la faute de Miyamoto et sa bande. C'est sa bande qui aurait tout fait et lui n'aurait fait que regarder. Pour comprendre pourquoi Hiroki pense comme cela, il est intéressant de se plonger sur la psychanalyse et notamment sur les mécanismes de défense. Mais avant tout, qu'est-ce que sont les mécanismes de défense? Ils sont en fait des processus mentaux automatiques qui s'activent en dehors du contrôle de la volonté et dont l'action demeure inconsciente. Le sujet pouvant au mieux percevoir le résultat de leur intervention et s'en étonner éventuellement. Il existe plus d'une dizaine de mécanismes de défense, mais nous allons nous concentrer sur 2 d'entre eux. Le premier, le plus connu, est le déni. En effet, Hiroki refuse de reconnaître la réalité de ce qui lui est arrivé ou de sa propre implication dans les événements. On peut voir également qu'il minimise les conséquences de ses actions. Pour rappel, Hiroki pouvait à de nombreuses reprises sauver cette jeune fille, mais il ne l'a pas fait. On a aussi un deuxième mécanisme de défense qui est aussi la rationalisation. Pour se rassurer, le personnage principal rationalise ses actions ou ses choix en trouvant des justifications logiques ou en minimisant leur importance. Ici, nous pouvons voir qu'Hiroki dit qu'il était juste spectateur de tout ça. Plus tard, il nous dira qu'il était obligé. Autant de fausses justifications permettant inconsciemment à Hiroki de mieux vivre avec ce qu'il a commis. Maintenant, on va se concentrer d'un point de vue psychologie sociale sur ce qui s'est passé. Hiroki fait face également à de la normalisation sociale. En effet, c'est un concept bien établi en psychologie sociale qui décrit ce phénomène de conformité au comportement déviant ou non conforme lorsque d'autres personnages dans l'entourage adoptent ce même comportement. Cela peut être dû au désir de se sentir accepté ou de réduire le sentiment d'anormalité. Ici, dans le manga, on va voir que Hiroki va mêler son ami Takashi à son histoire afin de décompenser sa frustration et son énervement vis-à-vis de cette situation. Le but de Hiroki est ici de réduire le sentiment d'anormalité de sa situation en utilisant la normalisation sociale. Le fait d'impliquer son entourage dans cette situation va lui donner l'impression que sa situation sera moins grave. Cela aura également comme effet de le rendre moins seul dans sa déviance. Il pourra alors d'une certaine manière partager sa culpabilité. Pourquoi Hiroki et aucun membre de sa bande n'ont rien dit vis-à-vis de cette fille séquestrée? Comme nous avons pu le voir tout au long de cette vidéo, Hiroki s'est fait engrainer et manipuler par une bande de voyous via différents mécanismes psychologiques puissants. Le fait est que maintenant Hiroki se sent engagé dans tout ce qu'il entreprend vis-à-vis de cette bande et respectera malheureusement le principe de cohérence. Ce principe repose sur le fait que les gens aiment être cohérents avec l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes et aussi avec l'image qu'ils renvoient. C'est ainsi qu'une fois engagé, n'importe quel individu suivra ce qu'il pense, ce qu'il renvoie. Ici, Hiroki sait qu'il a mal agi, que c'est un voyou, et il restera cohérent avec cette idée et cela se traduit par une incapacité à dénoncer l'horreur de cette situation. En conclusion, le message que je veux apporter est que n'importe qui pourrait devenir agresseur autant que victime. Un des thèmes centraux de ce manga est l'embrigadement des adolescents et on peut voir que les jeunes peuvent très facilement tomber dans cette déviance. Le message que j'aimerais faire passer est qu'il est impératif de toujours garder un œil sur nos proches, être toujours là et faire attention aux changements de comportement qui pourraient nous mettre éventuellement la puce à l'oreille. Comme vous avez pu le voir, je vous ai seulement parlé du début de l'œuvre. Je vous encourage vivement à lire 17 ans, une chronique du mal en gardant en tête tous les éléments psychologiques que je vous ai évoqués. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette approche psychologique, psychanalytique vous a plu dans cette analyse. Faites-le moi savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à me proposer d'autres œuvres qui pourraient être intéressantes à décortiquer et analyser sous cette focale. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.